Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et aujourd'hui Claude Lafleur s'entretient avec Georges Simard, astronome amateur au sujet de l'éclipse solaire du 12 août, qui sera visible en Europe et plus particulièrement depuis la Méditerranée. Comme on le sait, Claude a eu la chance d'assister à une éclipse de soleil le 8 avril 2024. Il relate son expérience dans le balado 132 « L'éclipse, l'expérience d'une vie ». Il était alors accompagné, entre autres, par Georges, tous deux ayant vécu une expérience aussi sensationnelle qu'inoubliable. Pour preuve, Georges fera le voyage jusqu'ici en Europe pour assister à l'éclipse du 12 août, c'est tout dire. Au cours de la prochaine heure, ils nous convieront fortement à faire de même, en mettant l'accent sur le côté pratique de l'expérience, comment s'y préparer et à quoi s'attendre, et en nous suggérant nombre de petites astuces, afin de profiter au maximum d'une expérience véritablement sensationnelle. Pour sûr, en Europe, on entend parler de l'éclipse du 12 août depuis des mois, comme au Québec en 2024, mais Georges et Claude désirent nous faire bénéficier de leur expérience pratico-pratique. Sur ce, je laisse la parole à Claude et à Georges Simard. Merci Florent. Bonjour Georges. Nous avons déjà fait ensemble le balado 114, l'astronomie participative. C'est un plaisir, Georges, de te retrouver à nouveau à notre micro. Oui, bonjour Claude. Oui, moi aussi, c'est toujours un plaisir de te croiser, là, que ce soit en personne pour des observations astronomiques, là, notamment comme l'éclipse de 2024, ou des fois, tu sais, à Montréal, on s'est déjà vu dans des présentations techniques. Puis, autour d'un micro. On se voit pas, mais c'est agréable quand même. Absolument, c'est ça. Je pense qu'on va faire un beau balado aujourd'hui. Pour commencer, Georges, rappelle-nous un peu ton intérêt pour l'astronomie et en particulier pour les projets scientifiques auxquels tu participes. Oui, ben en effet, la passion pour l'astronomie peut se vivre de plusieurs façons, hein. Ça dépend de chacun. On peut le faire sans instrument, là, comme observer les constellations, les étoiles filantes, les éclipses dont on va parler tantôt. Mais aussi avec des télescopes, hein, et des caméras, on peut regarder des objets en visuel, on peut prendre des photos, des planètes, des nébuleuses, des galaxies. Puis ça mène souvent à l'astrophotographie. Dans mon cas, moi, je suis plus intéressé, comme on avait parlé dans le balado 114, là, sur les observations scientifiques. Euh, je fais un petit rappel, c'est qu'avec les télescopes d'aujourd'hui, on peut s'installer dans notre cour arrière, regarder des objets et rapporter les données pour faire des analyses scientifiques. Jusqu'à maintenant, moi, j'en ai plus de 350 de faits. Puis, quelquefois, ben, quand c'est des observations d'intérêt, ça mène à des publications scientifiques là, en astronomie. Jusqu'à date, j'ai été cité avec d'autres collègues, astronomes amateurs qui ont fait la même chose dans leur cours arrière, dans 6 publications. Mais là, maintenant, aujourd'hui où j'en suis, c'est qu'après avoir observé dans ma cour, je suis plus intéressé un développement qui se fait avec ce qu'on appelle un réseau SkyMapper. Je vous incite à aller voir sur Internet, vous allez voir ce que c'est. En fait, c'est que ce que ça me permet de faire, c'est aller dans la cour des autres pour regarder pour faire des observations scientifiques. Par exemple, on sait, nous au Québec, en tout cas, on vit une période très maussade, on n'a pas de possibilité de regarder. Avec ça, je peux aller en Australie, en Europe, n'importe où, pour faire des observations scientifiques de comètes ou bien d'astéroïdes ou même d'exoplanètes. Et puis, donc, ça ajoute une autre dimension beaucoup plus intéressante. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ça, là, on va parler de l'éclipse. On se prendra peut-être pour parler de ces nouvelles possibilités-là. Et puis, ben, on va parler de l'expérience qu'on a vécue ensemble. Claude, tu sais, on parle d'astronome amateur. Dans le mot amateur, il y a aimer. Puis je pense qu'on a vraiment aimé notre observation commune de l'éclipse de 2024. Même, je qualifierais ça d'une exaltation. Et puis, ben, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis on va faire un beau balado ensemble sur cette éclipse-là qui s'en vient le 12 août. Exactement. Juste pour parler un petit mot sur SkyMapper, tu m'as déjà fait une démonstration où moi, je suis à Montréal, toi, tu es à ton chalet, puis ensemble, on regardait sur un télescope qui était quelque part, je pense, c'est en Amérique du Sud. C'est absolument fascinant de penser qu'on peut être chez soi,
utiliser un télescope qui est situé quelque part sur Terre pour faire de l'observation astronomique. C'est vraiment fantastique, l'astronomie amateur aujourd'hui. On peut faire des choses absolument inimaginables. Là, il y a un nouvel élément. On appelle ça des skyspheres, qui sont des caméras pour regarder le ciel. Et puis là, présentement, il y en a 5 prototypes installés. Moi, je suis chanceux, j'en ai une, c'est la seule au Canada. Et puis, on installe ça en permanence. Puis avec l'intelligence artificielle, ça surveille le ciel tout le temps. Fait que là, s'il y a des astéroïdes, des étoiles filantes, des avions, des drones, il va y avoir l'intelligence artificielle qui va nous indiquer, oh, regardons ça, il y a des étoiles filantes, ils vont avoir enregistré ça. Puis en tout cas, c'est capoté bien raide. C'est fascinant. Un jour, on va en faire une démonstration. Ce sera l'occasion peut-être de faire une vidéo parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires. OK. Pour revenir à notre sujet, donc, on va parler d'éclipses. On parle évidemment d'une éclipse solaire. Juste se rappeler peut-être qu'une éclipse solaire, c'est lorsque la Lune passe devant le Soleil, vu de la Terre, donc la Lune qui éclipse le Soleil, ce qui crée un cercle d'ombre sur la surface terrestre, un cercle d'ombre qui mesure plusieurs dizaines de kilomètres et qui se déplace sur Terre. En fait, c'est plutôt le fait que la Terre, en tournant sur elle-même, fait déplacer ce cercle d'ombre, donc l'éclipse elle-même. Dans le cas de l'éclipse dont on parle, celle du 12 août, elle débute dans l'Arctique, elle descend le long de l'Europe, vers l'Europe, selon une trajectoire qui est un peu surprenante, hein, Georges. Il me semble que c'est un peu inhabituel comme trajectoire d'éclipse, sans être exceptionnelle. Oui, ben, en effet, mais d'ailleurs, moi, ce qui me fascine aussi, c'est que tout ça, c'est calculé, hein. On connaît toute la mécanique céleste, et puis on peut aller voir les éclipses à venir, mais aussi dans le passé. Puis en regardant celle-ci, ben, on voit son tracé, puis effectivement, ça fait comme des arcs de cercle un peu partout sur la planète au moment où l'éclipse survient. Et puis ça, c'est tout dû au fait que la Terre, la Lune et le Soleil sont pas dans un même plan. Tout tourne un peu d'une façon bizarre. En plus, la Lune, c'est une orbite qui est légèrement excentrique. Donc, des fois, elle est plus proche, des fois, elle est plus loin. C'est ça qui crée tous ces arcs de cercles différents pour les différentes éclipses, puis que ça dure pas longtemps pour les éclipses solaires. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la trajectoire plus précisément de ce que va être l'éclipse? Alors, dans notre cas, le parcours, on va commencer sur la côte nord de la Sibérie, puis après une grande boucle à travers l'océan Arctique, puis en effleurant de près le pôle Nord, à quelques dizaines de kilomètres, ben, à ce moment-là, le Soleil va être caché quand même pas mal, à 98,6%, mais c'est pas une totalité. Là, il va traverser le nord-est du Groenland, s'orienter un petit peu vers l'est, atteindre son maximum au large des côtes de l'Islande, puis elle va traverser l'Atlantique Nord, pour atteindre le nord de l'Espagne en soirée, pour finir au coucher du soleil dans les îles Baléares, en mordant une toute petite partie du nord-est du Portugal. C'est toute une trajectoire. Exactement. Et ce qui est beau, c'est qu'on parle donc d'une éclipse qui va être visible, entre autres, en Méditerranée et en Espagne, mais elle va être également visible un peu au Québec. En fait, au Québec, on va assister à une éclipse partielle. C'est-à-dire que à Montréal, vu de Montréal, le soleil va être éclipsé à un maximum de 18%. Pour les gens de Québec, de la ville de Québec, le soleil va être éclipsé à 24%. Ceux au Saguenay, ça va être à 27%. À Rimouski, ça va être à 31%. À Bécomo, ça va être 33%. Et finalement, à Gaspé, ça va être près de 38%. C'est donc dire que plus on se trouve à l'est du Québec, plus on va pouvoir voir une éclipse partielle. Évidemment, 18%, c'est pas beaucoup. 38%, c'est pas si mal, mais on est très, très loin de voir une éclipse spectaculaire comme ça va être le cas en Europe. Rajoutons que précisons qu'à Montréal, l'éclipse partielle va débuter vers midi et 20 le 12 août, midi 50 le 12 août. Le maximum, donc l'éclipse à 18%, va être atteint vers 13h45 et le phénomène va se terminer vers 14h58.
On pourrait donc observer le soleil, on pourrait observer l'éclipse, mais surtout, il faut utiliser des lunettes appropriées, là, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le soleil à l'œil nu, même s'il est plus ou moins caché, et on n'utilise pas non plus des verres fumés, là. Ça prend les lunettes spéciales. D'ailleurs, ce sera l'occasion, hein, si les gens ont gardé leurs lunettes qu'on avait au mois d'avril 2024, ce sera l'occasion d'utiliser à nouveau ces lunettes-là pour observer donc une éclipse partielle à partir du Québec. Oui, en effet, avec les éclipses partielles, il faut toujours mettre des lunettes protectrices, puis des bonnes lunettes approuvées, vérifier aussi qu'elles sont pas rayées. Des fois, on les laisse traîner dans le tiroir, puis il peut y avoir des rayures, là. Ça, c'est important. Pendant ce temps-là, ben, en France, on va être visible également, mais aussi partielle. À Paris, là, elle va être vraiment partielle. Elle va frôler l'Hexagone. Elle va être quasi totale à Biarritz, puis le long de la frontière franco-espagnole. Exactement. Notons qu'il y a une énorme différence entre une éclipse partielle et une éclipse totale. J'aime à dire que c'est littéralement le jour et la nuit. On va l'expliquer un peu plus tard. En fait, lorsqu'on observe une éclipse totale, quelques minutes avant l'éclipse, on a le droit en quelque sorte à une éclipse partielle, c'est-à-dire que quelques minutes avant, on voit que le soleil est éclipsé à 95%, puis à 98%, puis à 99%, et là arrive la totalité, où là, l'éclipse, le soleil est éclipsé à 100%. Et c'est là qu'on voit la différence. Et c'est là qu'on voit là, que entre une éclipse partielle, même à 99%, et une éclipse totale, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite fortement, là, si vous avez la chance de vous rendre, entre autres, en Espagne ou en tout cas un endroit où l'éclipse sera totale, ça vaut vraiment la peine. C'est-à-dire que ça peut nécessiter un déplacement, mais les gens vont dire, bah, une éclipse à 95% ou à 98%, c'est pas mal la même chose. Non, c'est vraiment pas la même chose. Si vous avez la chance d'y aller à un endroit où l'éclipse est totale, faites-le, ça vaut vraiment la peine. Oui, même ici, en 2024, après l'éclipse solaire, en parlant avec des gens qui n'ont pas eu la chance d'être dans la zone totale, on a réalisé qu'ils avaient manqué quelque chose. En fait, ils ont réalisé qu'ils avaient manqué quelque chose. Parce que c'est intéressant, mais quand on voit une éclipse dans une zone totale, c'est une expérience vraiment exceptionnelle. En Espagne, cette année, pour l'éclipse du 12 août 2026, l'éclipse va apparaître en fin de journée, environ 1 heure avant le coucher du soleil. Fait que déjà, on va être dans une atmosphère enchanteur d'un coucher de soleil. Et puis, elle va se produire à une altitude d'environ entre 5 et 10 degrés, donc 5 à 10 degrés au-dessus de l'horizon. C'est très bas. Et puis, ça sera déjà dans les couleurs du coucher de soleil. Puis en réalité, ce qu'on va voir, c'est avec nos lunettes, on va voir l'éclipse partielle qui s'en vient. Et puis, à un moment donné, là, ça va devenir l'éclipse totale, il va faire noir. Ensuite, on va revoir une éclipse partielle parce que la Lune va se déplacer à l'envers, dans le sens contraire. Et puis là, la Lune et le Soleil, qui seront en conjonction, en éclipse, vont se coucher en même temps. Donc, ça va être en fait comme une espèce un petit clin d'œil de nuit avant la vraie nuit qui va arriver à la fin du coucher de soleil, tout simplement, comme d'habitude. Exactement. Ça va être spécial. Si on rappelle l'éclipse de 2024, c'était vers 3h30 de l'après-midi, si je me souviens bien. Donc, on a eu une période de nuit de quelques minutes et après ça, en soirée. Mais là, ça va être, l'une va faire suite à l'autre. Ça va être assez intéressant. Si tu me permets, Georges, j'aimerais ça que tu te rappelles une notion qui est assez simple, mais qu'on oublie parfois. C'est quoi la différence entre une éclipse lunaire et une éclipse solaire? Ben, le phénomène des éclipses s'est créé, moi j'aime dire que c'est comme une danse entre le Soleil, la Terre et la Lune. Puis la danse est relativement complexe parce que c'est pas le même plan. Comme j'expliquais tantôt, la Lune bouge, elle n'est pas toujours à la même distance de la Terre. Alors, lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune, ça fait une éclipse lunaire. Les rayons du Soleil ne se rendent pas sur la Lune directement. Alors, à ce moment-là, la Terre projette son ombre sur la Lune. La Lune s'assombrit, elle devient rougeâtre, ou des fois, ça peut être seulement partiel, mais ça peut être total. Et puis, ça se produit uniquement quand c'est une pleine Lune, forcément, parce que la Lune
est en opposition par rapport au Soleil. Et puis, c'est visible par tout l'hémisphère nocturne de la Terre. C'est pas juste une bande, là. Donc, tous ceux qui sont dans la nuit peuvent voir l'éclipse lunaire, puis ils peuvent la voir longtemps parce que le déplacement fait que de la Lune et de la Terre fait que ça dure plusieurs heures. Donc, on a amplement le temps et c'est absolument pas dangereux. Ce ne sont pas les rayons du Soleil directement qu'on voit, c'est l'ombre de la Terre sur la Lune que l'on voit. Donc, c'est absolument pas dangereux avec pour une éclipse lunaire. Pour l'éclipse solaire, là, c'est le contraire. C'est la Lune qui se place entre le Soleil et la Terre. Là, la Lune, elle cache tout ou en partie le Soleil. Et puis, quelquefois, ben, il y a des éclipses partielles. Mais quand c'est une éclipse totale, là, le jour devient sombre, puis pendant quelques minutes, ça devient presque, c'est noir, là, c'est la nuit. Donc, ça se produit uniquement à la nouvelle Lune. Puis, contrairement à l'éclipse lunaire, ça se voit sur une très courte bande sur la Terre. On en a parlé tantôt. On peut retrouver les différents tracés sur Internet, là. Et puis, c'est très bref. On n'a pas quelques heures pour vivre dans une éclipse solaire. On a seulement quelques minutes. Effectivement. Je dirais aussi que l'une des principales différences, tu as fait un peu allusion, c'est qu'une éclipse lunaire, c'est pas dangereux. On peut l'observer à l'œil nu, ce qui est évidemment pas le cas d'une éclipse du Soleil, une éclipse solaire, où là, c'est extrêmement dangereux de regarder le Soleil. En fait, il y a une particularité, c'est que normalement, en plein jour, on ne peut pas regarder directement le Soleil, il est trop brillant. Le problème qui se pose au moment de son éclipse, quand elle est à 90, 95, 98%, on peut regarder le Soleil à l'œil nu parce qu'il n'est pas si fort que ça, sauf que c'est extrêmement dangereux. Il ne faut pas faire ça. Si c'est possible de regarder le Soleil à l'œil nu, il ne faut pas le faire. Ça prend absolument des lunettes. Et ça, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Par ailleurs, on parle parfois qu'il y a comme 4 sortes d'éclipses, 4 types d'éclipses. On a parlé un peu des éclipses partielles, il y a des éclipses totales, il y a aussi des éclipses annulaires et des éclipses hybrides. De quoi s'agit-il, Serge? Ah, Georges. Ben, l'éclipse partielle, on en a déjà parlé un peu. À ce moment-là, c'est que la Lune passe devant le Soleil, mais l'alignement fait que c'est pas parfait. Et alors, le Soleil apparaît comme mordu par la Lune, parce que la Lune ne passe pas au complet devant le Soleil. Donc, ça fait une éclipse partielle. Et puis, ça, c'est la plus fréquente des éclipses. On en voit souvent, ben, tout est relatif, mais c'est la plus fréquente. La luminosité baisse, comme on disait, puis là, le jour, ça devient pas noir, ça devient pas sombre. Bon, c'est simplement, comme je disais, c'est pas tout à fait aligné. Là, ce qu'on va vivre, c'est du 12 août, c'est une éclipse solaire totale. Fait que là, la Lune couvre entièrement le disque solaire, la distance est bonne, et puis là, on va voir vraiment le jour devenir sombre, comme au crépuscule, et puis on va voir la couronne solaire qu'on peut pas voir autrement. Puis le phénomène dure seulement quelques minutes dans la zone de totalité. La condition clé pour ça, c'est que la Lune doit être assez proche de la Terre pour avoir un diamètre apparent plus grand que celui du Soleil, pour vraiment cacher tout le Soleil. Si on continue pour l'éclipse solaire annulaire, ben c'est justement dans le cas où la Lune est un peu trop éloignée, alors c'est-à-dire un peu plus proche, ce qui fait qu'elle cache pas le Soleil au complet. Donc, on va voir seulement un anneau de Soleil, et puis c'est ça qu'on appelle une éclipse solaire annulaire. Donc, ça, le ciel va aussi rester lumineux, là, ça sera pas tout à fait noir, même au maximum. Donc, ça se fait quand la Lune est à l'apogée, là, son diamètre apparent est plus petit que celui du Soleil. Les éclipses solaires hybrides sont plus rares, puis c'est plus fascinant. Ça, c'est un peu... ça commence comme une éclipse annulaire dans certaines régions, puis ça devient total dans d'autres régions, puis ça peut même redevenir annulaire. Puis ça dépend pourquoi ça arrive. Ça, c'est la courbure de la Terre et de la distance Soleil-Lune. Ça fait que l'ombre de la Lune touche la Terre à certains endroits, mais pas à d'autres. Fait que ça, c'est assez particulier, mais c'est pas le cas de celle du 12 août. Ça va être vraiment une éclipse totale. C'est ça. C'est quand même assez rare, les éclipses annulaires. On peut rappeler que le phénomène des éclipses est dû à une coïncidence vraiment exceptionnelle dont on bénéficie ici sur Terre. C'est-à-dire que le diamètre de la Lune est 4 fois plus petit que celui du Soleil, mais la Lune est
400 fois plus proche de nous. Il y a donc une belle coïncidence. Et lorsque la coïncidence elle est parfaite, la Lune cache parfaitement, précisément, en fait, la taille de la Lune cache parfaitement celle du Soleil. C'est quelque chose c'est une chance vraiment extraordinaire qu'on a parce que nulle part ailleurs dans le système solaire, si on pouvait habiter sur une autre race, on verrait un tel phénomène. Par exemple, si on allait sur Mercure et sur Vénus, là, dans la mesure où ça serait possible, ces planètes-là ne possédant pas de Lune, ben, il n'y aurait jamais d'éclipse de toute façon. Si on était sur Mars, ben là, autour de Mars, il y a 2 petites lunes, mais justement, elles sont trop petites pour éclipser totalement le Soleil vu de Mars. Quant à Jupiter et à Saturne, ben, elle possède une quantité assez importante de lunes, un peu de toutes les tailles, mais il n'y en a pas dont le diamètre coïncide avec celle du Soleil. Probablement que dans certains cas, ça dépendait d'une question de distance, il y aurait des lunes qui seraient beaucoup plus grosses que le Soleil, donc qui seraient totalement, mais on n'aurait pas le phénomène de bel anneau qu'on voit avec la Lune. Dans d'autres cas, ben, les lunes sont beaucoup plus petites. Fait que vraiment sur Terre, on est absolument chanceux de bénéficier d'une coïncidence unique. Hein? La Lune, 400 fois plus petite, mais 400 fois plus proche de nous. Quelle belle coïncidence! On peut aussi rappeler que le rôle important que jouent les éclipses dans l'étude du Soleil, notamment, ça permet d'observer la couronne, l'atmosphère autour du Soleil, et aussi, hein, il y a une éclipse, celle de 1919, qui a joué un rôle très, très important dans la confirmation de la théorie de la relativité générale qu'avait énoncée en 1915 Albert Einstein. Peux-tu nous parler un peu, Georges, de l'importance scientifique des éclipses? Oui, ben on va commencer par ce dont je viens de parler, l'éclipse de 1919, là. C'est qu'avant Einstein, il y avait 2 visions sur la nature de la lumière. La théorie corpusculaire, où là, on pensait que c'était des particules, et puis la théorie ondulatoire, où là, on pensait que c'était une onde électromagnétique. Alors, avec le Soleil, qui est une énorme masse, la lumière, selon les calculs avec les équations de Newton, il avait été prévu que un rayon de lumière pourrait être divergé par la masse du Soleil. Puis, selon les calculs, on disait que pour certaines étoiles, la déviation serait à peu près 0,87 secondes d'arc. Pour la théorie ondulatoire, ben là, il n'y a pas de masse. Donc, dans ce cas-là, la lumière ne serait pas déviée par le Soleil parce que la force de gravitation n'a pas d'effet sur les ondes. Einstein, avec sa théorie en 1915, lui, il a amené la notion d'espace-temps, la courbure de l'espace-temps. Et puis avec ses équations, c'était pas 0,87 secondes. Lui, il trouvait que ça aurait dû être dévié, selon ses calculs, d'à peu près 1,75 secondes d'arc. Alors que, à peu près, donc, 2 fois la valeur de Newton. Alors là, pour observer ça, c'est pas évident. Puis justement, l'éclipse de 1919 était vraiment tout à fait indiqué pour valider ces théories. Et parce que on peut regarder la position des étoiles en pleine nuit pour pouvoir les positionner entre elles et savoir exactement où elles sont. Et puis, quand l'éclipse se produit, ben là, ça devient noir. Donc, on peut regarder les mêmes étoiles avec l'influence du Soleil pour voir si vraiment il y a une déviation du rayon de lumière qui vient de ces étoiles. On peut pas le faire en plein jour parce que le Soleil est tellement fort qu'on peut pas observer les étoiles qui sont proches du Soleil en plein jour. Alors, c'est pour ça qu'en 1919, Eddington s'est installé, puis il a réussi avec beaucoup de difficultés, il faut le dire, mais il a tout de même réussi à faire des mesures qui ont prouvé, ce qu'il a trouvé comme valeur, c'était entre 1,6 à 1,98 secondes d'arc. Donc, il venait de confirmer la théorie d'Einstein qui était plutôt basée sur l'espace-temps et non pas la théorie corpusculaire de la lumière qu'on avait à l'époque. Donc, c'est vraiment une application scientifique déterminante qui est venue confirmer une théorie qui était révolutionnaire et qui l'est encore aujourd'hui, celle d'Einstein sur la relativité. Donc, c'était formidable. Aussi, pendant les éclipses, il y a d'autres choses. On en profite pour regarder d'autres phénomènes. L'atmosphère terrestre, la température, le vent, comment c'est affecté par l'absence de lumière pendant un certain temps, s'il fait plus froid.
évidemment, au point de vue biologique, on peut regarder les animaux. Pour les animaux, c'est déroutant de voir le soleil disparaître et réapparaître. Ça nous permet de calibrer les instruments solaires. Donc, les éclipses nous permettent de faire des études particulières qu'on peut pas faire autrement. Sans oublier, évidemment, de regarder la couronne, de pouvoir valider le spectre de la couronne solaire. En tout cas, c'est vraiment des phénomènes, même s'ils ne sont pas très longs, où on peut vraiment euh, faire des observations scientifiques intéressantes. D'ailleurs, je pense que l'exemple de Eddington est tout à fait spectaculaire dans ce sens-là. Exact. En fait, c'est intéressant parce que non seulement les éclipses, c'est un phénomène naturel absolument spectaculaire, comme on a eu la chance de le voir, mais c'est aussi l'occasion pour les scientifiques, même aujourd'hui encore, de faire des mesures scientifiques importantes. Et donc, ça a toujours un intérêt scientifique, même si aujourd'hui, on a des appareils autrement plus sophistiqués. Aujourd'hui encore, les éclipses sont utiles en sciences. Il y a aussi un autre phénomène, c'est ce qu'on pourrait appeler les éclipses artificielles, un peu comme ce qu'ont pu voir les astronautes à bord de la capsule d'Artemis 2, là, comme on en a parlé dans le balado, pas le précédent, mais celui avant où on raconte la mission d'Artemis 2. Dans leur cas, les astronautes ont passé derrière la Lune et ça s'est adonné qu'ils étaient positionnés de telle sorte que la Lune s'est trouvée à passer devant le Soleil, donc de voir une éclipse juste de par leur position dans l'espace. Et eux autres, ils ont eu la chance de voir une éclipse qui a duré près d'une heure. Alors que normalement, comme on l'a dit un peu plus tôt, les éclipses solaires vues depuis la Terre, c'est quelques minutes. Ça peut être, je pense qu'à peu près le maximum, c'est à peu près 7 minutes et demie ou à ces environs-là. Eux ont eu la chance d'observer une éclipse durant près d'une heure. Ils ont vraiment été chanceux. En fait, on peut créer dans le même esprit des éclipses un peu artificielles, c'est-à-dire qu'on a inventé un appareil qui s'appelle un chronographe qui permet de créer des éclipses. Grosso modo, un chronographe, c'est une caméra au centre duquel il y a un disque qui cache le Soleil. Et à ce moment-là, le Soleil lui-même étant caché sur la photo, on voit tout le tour du Soleil, on voit la couronne solaire, on voit ce qu'il y a autour à voir. Donc, avec des appareils scientifiques, on peut aujourd'hui observer à sa guise le Soleil en l'éclipsant pour voir ce qu'il y a autour. Maintenant, un chronographe ne permet pas de voir des éclipses à l'œil nu. C'est juste l'appareil qui prend des photos, qui nous montre la couronne autour du Soleil. Donc, ce qui fait que les éclipses naturelles, telles que celles qu'on va avoir la chance de voir le 12 août, restent un phénomène absolument remarquable, autant du point de vue humain que du point de vue scientifique. Maintenant, Georges et moi avons eu la chance d'assister, donc on vous l'a dit, à une belle éclipse solaire en bénéficiant de conditions météo vraiment remarquables. Hein. Je pense même qu'il s'agissait d'à peu près les meilleures conditions météo en Amérique du Nord. En fait, les échos qu'on a eus, parce que l'éclipse était visible du Mexique jusqu'au nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, elle a traversé l'Amérique en diagonale. Et d'après les rapports qu'on a eus, on a peut-être bénéficié à peu près des meilleures conditions météo, en tout cas meilleures qu'au Texas, alors que les gens s'étaient beaucoup rassemblés au Texas pour observer l'éclipse. Fort de notre expérience, nous désirons donc vous livrer quelques notions utiles à savoir au moment de l'éclipse. La première chose à penser à l'avance, c'est l'endroit d'où vous pourriez observer l'éclipse. En fait, il est important de bien déterminer à l'avance où vous pourriez aller le jour de l'éclipse et non pas d'y penser le matin même. Dans notre cas, hein, on peut souligner que nous avons bénéficié des bons soins de notre collègue et ami astronome Jean-Pierre Lessard. Donc, première étape, c'est pas de se lever le matin du 12 août et dire où vais-je aller voir l'éclipse, mais plutôt d'y penser d'avance. Oui, ben c'est ça, parce que surtout dans le cas de l'éclipse du 12 août, là, elle va être très basse. Nous, c'était à 3 heures l'après-midi, donc même s'il y avait des petites collines tout le tour, ben, on pouvait voir facilement l'éclipse. Mais là, à 5, de 5 à 10 degrés, ben, si il y a une colline peut nous empêcher de voir l'éclipse. Donc, il faut vraiment bien se positionner. Puis d'ailleurs, moi, ce que je propose, il y a aujourd'hui, il y a des logiciels gratuits qui existent, là, Sky Safari, Stellarium. Moi, j'utilise beaucoup Stellarium, qui est français. C'est un logiciel qui nous permet de simuler le ciel. On donne nos coordonnées physiques où on se trouve, les coordonnées latitude, longitude, que ce soit quelque part en Espagne ou quelque part en Islande ou peu importe. Et puis là, on peut
donner la date et l'heure, donc le 12 août vers le coucher de soleil. Et puis là, ça va nous simuler le soleil avec la lune qui va passer devant et carrément, on va voir disparaître le soleil éclipsé par la lune. Donc, on voit le ciel qui devient noir et après ça, il redevient clair. On voit toutes les phases partielles, partielles, totales et partielles par la suite. Et puis, ça se fait relativement facilement. Donc, si vous avez l'intention d'observer un endroit spécifique, en ayant les coordonnées, vous pouvez voir un peu ce que vous pouvez vous attendre. Moi, j'ai fait l'exercice parce que moi-même, je vais être en croisière sur la Méditerranée à ce moment-là. Alors, j'ai estimé à peu près les coordonnées, l'heure, et je me suis fait un petit vidéo de ce que Stellarium m'a proposé. Puis je l'ai mis, moi j'ai un site web personnel qui est www.gsimard.ca et j'ai mis les petites vidéos pour illustrer un peu ce à quoi je m'attends. Alors là, on a quand même beaucoup de temps. Stellarium est gratuit. Vous devriez être capable de faire ça. Ce serait assez facile selon moi. Vous avez le temps de faire une petite simulation adaptée à votre position. Fait que je vous incite à le faire. C'est ça. On peut ajouter aussi hein, que comme l'éclipse va être bas, à peu près 5-10 degrés au-dessus de l'horizon, si vous vous situez à un endroit où il y a un arbre, où il y a une maison, un édifice quelconque, ça se pourrait vous bloquer la vue. Donc, ça va être très important de faire attention à l'endroit où vous êtes. Maintenant, si vous allez à un endroit où il y a d'autres personnes, particulièrement des astronomes, ils vont peut-être vous dire exactement où regarder. Mais alors que nous, notre éclipse était pas mal haut dans le ciel, il n'y avait pas d'obstacle qui nous bloquait la vue. Dans le cas présent, il fallait faire un peu attention. On doit aussi, évidemment, s'informer des conditions météo afin d'éviter autant que possible la présence de nuages. C'est, dans le cas de l'éclipse qu'on avait vu, on voyait les nuages s'en venir de plus en plus et on a eu craint à un certain moment donné que les nuages pourraient bloquer l'éclipse. Ça n'a pas été le cas, mais c'est toujours à tenir compte. D'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée d'envisager peut-être 2 ou 3 sites possibles où vous pourriez aller voir l'éclipse. Et à ce moment-là, le matin même, compte tenu des prévisions météo, vous pourriez peut-être choisir un site plus favorable que l'autre. Donc, il faut y planifier d'avance. Il y a aussi, hein, on dirait, rendez-vous à l'endroit, au site, assez d'avance, hein, parce que ça se peut que là où vous alliez, vous ne serez pas les seuls, qu'il pourrait y avoir beaucoup de problèmes de circulation. Ce fut le cas en 2024. Je peux relater mon expérience personnelle. L'éclipse était vers 3 heures de l'après-midi. Bon, on est parti vers, je pense, c'est 9h30, 10 heures le matin pour être certain d'arriver sur place à temps, de ne pas être pris dans la circulation. Donc, ça vaut la peine d'y penser. Il y a des gens, je pense, qui le pensent à la dernière minute, qui partent sans trop savoir où ils vont. Ça peut poser problème. Compte tenu qu'il faut partir d'avance et peut-être arriver quelques heures avant, ça vaut la peine aussi peut-être d'apporter son lunch en attendant parce que la période peut être longue. Mais l'idée générale, c'est pensez-y d'avance et non pas vous improviser le matin même comme certaines personnes vont sûrement le faire. Oui, puis dans notre cas, en plus, c'est le coucher du soleil, hein, ça va être le soir. Donc, ça va débuter vers 19h30, heure locale, pour se terminer vers 21h20, coucher du soleil. Fait que ça fait partie de la planification, là. Exactement. On observe alors que, pour décrire un peu comment ça se passe, dans l'heure qui précède l'éclipse, en quelque sorte, on observe alors que le Soleil se fait très progressivement croquer par la Lune. C'est intéressant à voir, mais c'est un spectacle un peu long parce que c'est au ralenti. Hein. Vous allez peut-être voir des films qui remontent l'éclipse en 30 secondes, mais en réalité, ça se passe sur à peu près 1 heure le début de l'éclipse jusqu'à l'arrivée à la totalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le temps de prendre un lunch puis de converser avec ses amis, tout en observant de temps en temps, on voit progressivement le soleil se fait croquer à 1/4, à 1/2, aux 3/4. Et là, on voit que à la fois, il commence à faire sombre un peu et la température commence à baisser. Je me souviens pas du temps exactement, mais j'ai l'impression que 15-20 minutes avant la totalité, on sentait déjà qu'il commençait à faire froid et à faire sombre. Ça s'annonce intéressant quand on voit le phénomène. Oui, puis ce que Claude vient de mentionner, avec la simulation de Stellarium, on le voit très bien, là, ça prend pas mal de temps avant que la totalité arrive. Et dans le cas précis dont on parle, c'est qu'en plus, la totalité elle-même, elle va être très brève, là. Ça va être 1 minute 45. Fait qu'on attend 1 heure pour 1 minute 45. Donc, il faut être vraiment bien préparé. Exactement. Et là,
arrive le moment, ce qu'on appelle la totalité, là, où là, le soleil disparaît totalement. C'est là qu'on constate l'énorme différence entre quand le soleil est éclipsé à 95% ou bien à 98 ou à 99%, là, quand arrive la totalité, il y a un wow généralisé, tout le monde est renversé. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. Je l'ai dit tantôt, mais je vais le répéter, c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais au moment où se produit la totalité, c'est renversant, n'est-ce pas, Georges? Tout à fait, parce que on s'en rend pas compte, le soleil est toujours là. Bon, il y a des nuages, là, mais je veux dire, on sent une luminosité, on sait que le soleil est là en moyenne 12 heures par jour, mais tout d'un coup, il va disparaître pendant quelques minutes. Il y a personne qui est insensible à ça. Il y a personne qui est insensible à ça. C'est un phénomène, comme disait Claude, on entend des wow, puis en tout cas, c'est vraiment très spectaculaire. Mais encore une fois, là, je reviens sur le fait que dans le cas de l'éclipse du 12 août, faut pas la manquer parce qu'elle sera pas longue, hein? Exactement. Ce qui est impressionnant au moment de la totalité, c'est que nous, on sait ce qui se passe. Hein? On connaît le phénomène, on l'a expliqué tantôt, mais je me suis dit à ce moment-là où ça arrive, à l'époque où les gens ne comprenaient pas la mécanique, qui voyaient, on peut penser à Tintin chez les Incas, quand les gens voyaient le soleil disparaître, ça devait être absolument renversant parce que même pour nous qui connaissons le phénomène, c'est troublant, ça fait presque peur alors qu'on sait que c'est un phénomène naturel. Ça devait être quelque chose à l'époque où on ne s'expliquait pas le phénomène. Pour le dire un peu, on est alors plongé dans une atmosphère de fin du monde très, très impressionnante. Il y a comme au-dessus de notre tête un immense nuage très foncé, un peu comme on voit des fois quand on voit venir un orage, mais là, un nuage beaucoup plus vaste et beaucoup plus foncé. Ça fait peur. Même si on sait que c'est un phénomène naturel, puis on nous l'avait déjà prédit, c'est vraiment très, très bizarre. Il fait clair, hein, c'est pas la nuit totale, c'est pas comme à minuit, mais c'est une espèce d'éclairage comme on n'a jamais vu. C'est vraiment très, très bizarre, très spécial. Fait que c'est pas la nuit, c'est pas le jour, c'est quelque chose de très impressionnant qu'on n'a jamais vu. Et c'est vraiment très impressionnant, n'est-ce pas, Gérard? Oui, oui, mais mais chacun réagit différemment, hein. Là-dedans, il y en a qui sont comme, tout le monde est surpris, mais il y en a qui vont applaudir, il y en a qui vont rire, il y a même certains qui vont avoir des petites larmes, mais en tout cas, tout le monde est émerveillé, parce que, surtout ceux qui l'ont jamais vécu, puis ceux qui sont moins connaissants de ce qu'est l'astronomie, les phénomènes des éclipses. Alors, eux, leur réaction est différente. Puis là, le phénomène se produit, puis on a toutes ces réactions-là qui se mêlent en même temps pendant la pénombre ou la noirceur, ou en tout cas l'atmosphère. C'est vraiment particulier, puis c'est un phénomène beaucoup plus, moi je qualifie ça social presque, Mm-hmm. parce que puis c'est cet aspect-là, moi surtout, qui m'a frappé dans l'éclipse de 2024. C'est sûr qu'après ça, bon, il y a des photos et tout ça, mais on va peut-être en reparler tantôt, mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est de vivre le moment en tant qu'individu avec d'autres personnes. Absolument. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on était en groupe, là, il y avait quelques centaines de personnes. Là-dedans, il y avait des astronomes amateurs, là, il y avait des astronomes, il y avait des passionnés, mais il y avait aussi beaucoup de personnes, je dirais, ordinaires, qui, au départ, se demandaient un peu, ben oui, pourquoi pas, c'est quoi tout le falala par rapport à une... Mais quand ils ont vu la totalité, là, ils ont compris qu'ils ont vu quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je pense qu'il n'y a pas personne sur Terre qui peut être déçu ou dire, ben c'était pas autant que ce qu'on m'avait dit ou quoi que ce soit. C'est pour ça, d'ailleurs, j'hésite pas, puis Georges non plus, à dire à quel point c'est extraordinaire parce que même si on vous le dit d'avance, vous allez voir, si vous avez la chance d'y assister, que c'est un phénomène absolument extraordinaire. Il n'y a personne qui peut rester insensible à ça. Lorsque l'on assiste à l'éclipse, donc quand on voit que le soleil se fait croquer par la Lune, il faut évidemment utiliser des lunettes, hein, des lunettes solaires et pas n'importe quel type, là, les lunettes adaptées aux éclipses. Au moment de la totalité, là, on enlève nos lunettes. Et pour observer le phénomène donc à l'œil nu, parce que là, quand c'est l'éclipse totale, c'est pas dangereux de regarder le phénomène à l'œil nu. Mais juste avant la fin de l'éclipse, il faut remettre ses lunettes. Et ça, c'est très, très important. Il y a des gens qui ont le goût, des fois, de dire je vais regarder une seconde ou deux de plus, mais regarder le début où le soleil réapparaît. Et là, ça peut être
très, très dommageable pour sa vision, là, parce que là, vous allez avoir en plein visage des rayons du soleil. D'ailleurs, lors de l'éclipse de 2024, il y a des gens qui ont vu la vision abîmée. Je ne sais pas s'il y a eu des cas très, très graves où ça s'est passé au bout de quelques jours, mais c'est vraiment très, très important de ne pas prendre de chance puis de vouloir regarder 1 ou 2 ou 3 secondes de plus parce que ça peut avoir des conséquences très importantes sur la vision. Dans le cas de l'éclipse donc du 12 août, en Espagne, la période d'obscurité totale va durer environ 1 minute 45 secondes. C'est vraiment pas beaucoup. Et ça va survenir vers 20h27. Donc, il faut se préparer, il faut regarder le phénomène, mais jamais regarder le soleil lorsque ce n'est pas la totalité, parce qu'on peut très, très facilement, en une fraction de seconde, endommager sa vision. Oui, le phénomène en arrière de ça, c'est notre œil, hein. Quand on regarde le soleil en plein jour, là, automatiquement, notre œil se ferme, hein, pour se protéger, s'auto-protéger. Mais là, quand on regarde une éclipse, comme il n'y a pas de lumière, notre œil est tout grand ouvert pour voir la noirceur. Et soudainement, la Lune se déplace et là, les rayons du soleil reviennent. Alors là, notre œil est tout grand ouvert et les rayons du soleil entrent. Notre œil n'a pas la réaction physique de se refermer. C'est ça qui fait que c'est dangereux. Donc, c'est pour ça l'importance d'avoir des lunettes. Mais quand le phénomène arrive comme tel, qu'on est dans l'obscurité de l'éclipse, c'est pas dangereux. On peut enlever les lunettes, mais ça, là-dedans, on en reparlera tantôt. Il faut être, il y a même des logiciels maintenant qui existent qui disent quand mettre les lunettes, quand les enlever, mais il faut pas prendre de chance. En cas de doute, on met les lunettes. Mais pour voir l'éclipse elle-même, on peut profiter du moment où c'est sombre pour regarder l'éclipse comme telle et on va voir tout le tour les protubérances, là, les éruptions solaires. Et puis même, certains vont voir des couleurs. Moi, j'ai pas des aussi bons yeux que la moyenne, je les ai pas vus. Il y en a qui ont vu des couleurs rouges de tout le tour de la Lune, finalement, là, où on voyait les éruptions du Soleil. Exactement. C'est donc... on a tous probablement fait l'expérience quand on était petit de prendre une loupe, de la pointer sur notre bras, par exemple, pour concentrer les rayons du soleil, et c'est pas long que la peau se met à brûler. Là, je pense qu'on a tous fait l'expérience. Notre œil agit un peu aussi comme une loupe. Donc, la partie avant du soleil peut concentrer les rayons du soleil dans le fond de notre œil et abîmer notre œil. C'est pour ça que si vous avez fait l'expérience avec une loupe sur votre peau, ben, c'est un peu ce qui se produit en regardant le soleil avec sans lunettes appropriées. Suite au moment de la totalité, là, la Lune continue de se déplacer et là, ben, elle passe devant le Soleil et là, celui-ci apparaît peu à peu. En fait, on assiste au phénomène inverse qu'on a vu avant quand on voyait la Lune croquer le Soleil. Là, c'est l'inverse, c'est le Soleil qui reprend ses droits, si je peux dire. On doit avouer qu'après avoir vu la totalité, ce spectacle-là est un peu... après avoir vu un spectacle vraiment hallucinant, le fait de voir l'éclipse à l'inverse, c'est-à-dire la Lune, le Soleil réapparaître, c'est un peu banal. On est tous à ce moment-là remplis d'une émotion et j'avoue qu'il n'y a plus personne qui regarde le phénomène tellement ce qu'on vient de voir, c'est spectaculaire. Mais... tout juste avant la fin de l'éclipse, là, dans une fraction de seconde, juste avant que se termine l'éclipse, se produit un phénomène assez spectaculaire qu'on appelle le diamant. De quoi il s'agit, Georges? Ben, le diamant, c'est parce que la Lune, c'est pas une sphère parfaite, hein. Il y a des vallées, il y a des cratères, il y a des dépressions. Fait que, veut pas, quand la Lune va se déplacer, il y a un endroit quelque part où il va y avoir un peu plus de rayons de soleil qui va passer. Et puis là, ça va faire comme un éclat. Et on va quand même voir l'anneau tout le tour de la Lune. C'est ça, tout le tour de la Lune. Donc, ça va faire comme une bague de diamants. C'est comme si on avait un point très, très lumineux avec une bague tout le tour. Alors, c'est tout simplement dû au fait que la Lune n'est pas parfaitement sphérique. Et puis, à certains endroits, ben, on va voir la lumière du soleil qui va passer dans un creux de vallée ou de cratère, puis qui va faire cette luminosité assez particulière et qui ne dure pas tellement longtemps, vraiment pas longtemps, parce que la Lune continue à se déplacer et finalement, ben là, l'aspérité qui a fait
le diamant se dilue dans le restant et là, on commence à revoir l'éclipse partielle qui se fait à l'envers. D'ailleurs, si vous cherchez sur Internet des photos le diamant, vous allez voir le phénomène. Ça dure, je ne sais pas, je dirais une fraction de seconde, mais c'est très, très, très bref. Mais c'est très spectaculaire et tout le monde surveille ce moment-là. Et là, alors, on voit ensuite, bien évidemment, le soleil réapparaître. Là, il était caché à 99 puis à 95 puis à 80 etc. Tu sais. On peut ajouter quelques suggestions aussi très pratiques à ce moment-là, à commencer par apportez-vous de l'eau et un peu de bouffe, hein, parce que c'est un phénomène qui est assez long à surveiller. Il ne faut pas arriver à la dernière minute. Puis après ça, ce ne sera peut-être pas évident de quitter les lieux. Donc, d'un conseil proprement pratico-pratique, apportez-vous de l'eau et surtout si on est dans un champ ou dans un milieu, parce que normalement, on n'est pas en pleine ville quand on observe l'éclipse. Donc, ça vaut la peine de s'apporter, ne pas l'oublier d'apporter de l'eau et de la bouffe. D'une part, pour peut-être manger un repas, mais en même temps pour se désaltérer puis peut passer le temps, parce que le phénomène, quand même, peut-être peut durer à peu près 2 heures, 2 heures et demie, dépendamment d'où on est et quand on arrive. Oui, puis ça fait drôle un peu de dire ça, on voit un éclipse solaire, là, mais amenez-vous de la crème solaire. Parce qu'on l'a dit tantôt, ça dure longtemps. Là. S'il fait beau, vous faites au soleil assez longtemps. Il y en a qui n'ont pas amené et qui se sont fait attraper, hein, Claude, n'est-ce pas? Moi, j'ai reproché à Jean-Pierre qui nous guidait de ne pas nous avoir fait penser à apporter de la crème solaire parce que si on imagine la scène, on aurait dû y passer d'avance. Là. On s'en va dans un endroit très dégagé pour voir l'éclipse, de préférence quand il n'y a pas de nuages, rien. Donc, toutes les conditions pour attraper un coup de soleil, c'était mon cas. Bon, pas un gros coup de soleil, là, ça n'a pas été, j'ai pas pelé, là, ça a été un coup de soleil léger, mais j'avais pas pensé qu'effectivement, on va observer le soleil pendant 2 heures, ben, peut-être s'apporter de la crème solaire. Aussi, hein, se munir là, c'est bien important, là, se munir de véritables lunettes pour observer le soleil. Hein. Pas des verres fumés, là, pas des lunettes ordinaires. Ça prend les fameuses lunettes dont on parle un peu partout. D'ailleurs, souvent, hein, il y en a en abondance. Je me souviens que sur le site, il en distribuait. Ça peut valoir la peine de s'en procurer par soi-même. Ça coûte, je pense, c'est quelques dollars ou souvent même on en donne. Mais c'est très, très important d'avoir les lunettes appropriées. Les lunettes qui sont conçues pour observer le soleil, qu'on appelle des lunettes iso-astronomiques, et qui sont venues effectivement pour regarder directement le soleil. D'ailleurs, ces lunettes-là peuvent servir non seulement lors de l'éclipse totale, mais l'éclipse partielle qu'on va pouvoir voir au Québec, bien, ça prend ce genre de lunettes-là aussi. Là, c'est très important donc d'avoir des lunettes adéquates, des lunettes qui filtrent parfaitement les rayons UV et les rayons infrarouges et qui font aussi baisser l'intensité du soleil. Imaginons là, que vous regardez le soleil, il est caché à 50% ou 60%, il est quand même très fort, il est très lumineux. Donc, avec ces lunettes-là, bien, vous allez pouvoir observer, vous allez pouvoir voir que la Lune cache une partie du soleil, vous allez être capable de le regarder. C'est quand même assez intéressant. Mais ça prend les bonnes lunettes et il faut s'assurer aussi qu'elles sont en bon état, comme le soulignait Georges tantôt, s'assurer qu'elles ne sont pas ni abîmées ni rayées. Là. Et si jamais vous avez des lunettes que vous avez un peu de doute, ben, procurez-en vous de nouvelles, ça ne coûte pas cher et ça peut vraiment épargner votre vue. Oui, puis l'autre, on en a parlé un peu tantôt, mais moi, je suggère aussi d'observer ça en groupe pour avoir l'effet social de toutes les réactions différentes des gens. Moi, j'étais avec des jeunes, là, mes petits-fils, mes filles étaient là, la famille était là au complet. On partage ça après, puis c'est vraiment, ça fait un point de discussion, et puis on entend toutes les réactions de tout le monde en même temps. Ça rajoute à l'émotion personnelle qu'on peut avoir. Absolument. Dans le cas présent où on était, je pense qu'il y avait quelques centaines de personnes. Moi, je dirais faire attention. Hein. Il y a des gens qui sont allés observer dans une périphérie de Montréal où là, est-ce qu'ils étaient des dizaines de milliers de personnes? Là, les gens étaient tous tassés les uns les autres. Je ne suis pas certain que c'est une bonne idée, surtout si on doit attendre le phénomène pendant 1 heure ou 2. Donc, je trouve, essayez de vous trouver un site où vous ne serez pas seul, vous allez être accompagné, peut-être quelques centaines de personnes, mais pas trop non plus. Pas aller à l'endroit où tout le monde va aller. Parce que, en tout cas, personnellement, je préfère pas j'aime pas particulièrement les grandes foules intenses, mais ça vaut la peine d'être accompagné de gens autour de soi. Puis même, hein, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont être un peu réticents en disant, bof, c'est juste un phénomène astronomique. Moi, l'astronomie, ça ne m'intéresse pas vraiment. Insistez parce qu'ils vont vous remercier par la suite. On pourrait aussi ajouter que, donc, préférément d'assister. Ah oui,
Préférablement, assister à l'éclipse avec un astronome. Un astronome qui va vous indiquer exactement le moment où vous pouvez enlever vos lunettes et aussi, surtout, qui va vous indiquer le moment où vous devez les remettre juste avant la fin de l'éclipse. C'est un moment crucial parce qu'on veut tous voir le fameux diamant dont on a parlé il y a quelques minutes, mais après ça, il faut absolument remettre ses lunettes au moment où on nous le dit et non pas prendre la chance de dire je vais la regarder encore une seconde ou deux ou tout de plus parce que là, vous pouvez vous abîmer les yeux. Il y a aussi des logiciels qu'on peut installer, des logiciels gratuits qu'on peut installer sur son téléphone cellulaire et qui va nous indiquer exactement, étant donné l'endroit où on est, exactement quand on pourra enlever ses lunettes et quand il faudra les remettre. Donc, si vous n'êtes pas accompagné d'un astronome, ces logiciels-là vont faire l'affaire. Mais personnellement, je n'ai rien tel que d'être accompagné d'un astronome qui sait exactement à quoi s'en tenir et qui va nous mettre en garde contre le moment précis où il faut surtout remettre ses lunettes. Oui, ça c'est, on l'a dit combien de fois, je sais pas, mais moi je reviens, c'est très, très, très important. On n'insistera jamais assez. La vue, c'est trop important. Jamais, jamais regarder le soleil sans les lunettes appropriées. C'est vraiment non négociable. Exactement. Je dirais des fois aussi, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je vais faire attention. Moi, je suis plus intelligent que la moyenne des ours et qui vont prendre un risque. Et c'est dommage parce que les conséquences peuvent être bon, vous pouvez avoir un problème de vision pendant quelques jours, mais il peut y avoir des conséquences un peu plus sérieuses. Donc, prenez pas de chance, là. Suivez les règles parce que ça vaut la peine. On pourrait ajouter aussi que si vous n'êtes pas un astrophotographe expérimenté, ne perdez pas de temps à prendre des photos de l'éclipse parce que de toute façon, vous allez en trouver en abondance sur les réseaux sociaux. Le phénomène, hein, on l'a dit, il est assez court. Ça dure, dans le cas de l'éclipse du 12, ou quelque chose comme 1 minute et 45 secondes. Perdez pas le temps à prendre des photos. Profitez du moment présent, là. Regardez, vivez l'expérience qui va durer moins de 2 minutes. Là, donc, il y a des gens qui vont prendre des photos. Si j'avais à prendre une série de photos très, très simple, ça serait tout simplement de photographier l'atmosphère de fond du monde, là, de fin du monde qui est autour de vous, une espèce de photo d'ambiance. Vous pourriez d'ailleurs, ça ne prend même pas besoin d'orienter votre caméra, vous prenez quelques photos tout en suivant le phénomène. À la rigueur, prenez des photos d'ambiance, mais laissez tomber l'idée de prendre la meilleure photo de l'éclipse qui soit parce qu'il y a des gens avec des équipements, avec un savoir-faire qui vont faire bien mieux que vous. Profitez du moment présent, il passe très vite. Par contre, si vous êtes un astrophotographe, ben, allez-y, prenez les photos, puis on sera bien content de les regarder, là. Mais l'autre chose aussi, c'est bien beau tout ça, là, mais il faut penser au retour, hein, parce que tout le monde est sur les sites d'observation. Et puis là, ben, tout le monde veut s'en retourner chez soi. Fait que on a vécu un peu le phénomène au Québec. Ben là, il y a beaucoup de circulation, ça devient compliqué de sortir. Alors, bon, moi personnellement, j'avais choisi de réserver une nuit avant, une nuit après la journée d'éclipse pour en faire une sortie touristique un peu. On était en famille, comme j'ai dit, alors on a profité de, de, de ces 3 jours. Et puis la journée d'avant même, on avait discuté de l'éclipse, à quoi s'attendre, puis les lunettes, tout ça. Puis on a découvert un coin de notre province qu'on connaissait un petit peu moins. Alors, il faut transformer ça en un plaisir et non pas être coincé dans une circulation puis être dans un stress tout à fait inutile. C'est ça. Parce que ce qui est amusant qui se produit, c'est que les gens arrivent peu à peu, progressivement sur le site, sur une période des fois de 2, 3, 4, 5 heures, mais au moment où l'éclipse se termine, ben, tout le monde veut quitter en même temps. Donc là, il y a un effet d'embouteillage absolument remarquable. Je sais que un trajet qui se faisait à peu près en 3/4 d'heure entre Montréal et le site où on était, il a pris de nombreuses heures pour en revenir parce que tout le monde était pris en même temps dans la circulation. Donc, il faut peut-être prévoir prendre son temps par la suite et laisser peut-être passer la vague. En fait, vous avez un choix. Soit vous allez être pris dans la circulation pendant des heures ou vous laissez passer la circulation et vous rentrez un peu avant tout le monde ou après tout le monde. Tu sais. Pour terminer, Georges, toi, tu vas avoir la chance d'observer donc l'éclipse du 12 août sur un navire de croisière en pleine Méditerranée. À quoi t'attends-tu? Comment tu penses que ça va se passer? Ben, c'est une chance, je sais pas si c'est une chance, dans le sens que les croisières, c'est pas tout le monde qui aime faire des croisières, mais moi, je voulais le vivre.
Puis le premier avantage, c'est que le bateau, lui, il peut se positionner. C'est des nuages, le capitaine, lui, est en charge d'un bateau qui a des clients sur le bateau pour voir l'éclipse. Alors, il va se positionner pour bien voir l'éclipse. Ensuite, l'autre avantage en croisière, il n'y a pas de colline. Hein. L'horizon, c'est l'océan. Donc, moi, j'aurais pas de problème entre 5 et 10 degrés. Là, j'aurais pas un arbre ou quelque chose qui sera mal positionné. Ensuite, là, je vais être aussi être en mesure de comparer parce que j'en ai vu des couchers de soleil comme tout le monde. On a tous vu sur la terre ferme aussi. Bon, j'en ai vu aussi sur des bateaux de croisière que j'ai déjà été. Et puis là, on va voir comme le clin d'œil de l'éclipse avant que la Lune et le Soleil se couchent en même temps. Alors ça, je m'attends à ce que ce soit un peu particulier. Puis c'est pour ça que j'ai fait ma petite simulation pour voir un peu qu'est-ce que je peux m'attendre. Puis, pour ce qui est de vivre l'expérience en groupe, comme vous êtes l'autre tantôt, là, il y aura peut-être pas trop de problèmes. Hein? Il y a 4300 passagers sur le bateau où je suis avec 15 500 membres d'équipage. J'anticipe peut-être de discuter à ce niveau-là, me trouver un bel endroit. J'espère, j'ai pas regardé encore là, quel côté sera ma cabine, mais si ma cabine était du côté de l'éclipse, ça serait vraiment formidable. Mais en tout cas, là, j'anticipe peut-être un petit problème à bien me positionner. Mais on va bien s'organiser. Ça devrait être bien agréable. Est-ce que tu prévois prendre des photos? Avec un cellulaire seulement, je n'amènerai pas de OK. photos. Je suis pas vraiment un astrophotographe. Puis mon expérience de 2024 m'incite encore une fois à profiter du moment comme ça va arriver. Je vais peut-être m'essayer de prendre un petit time-lapse. Je vais voir si mon appareil peut faire quelque chose comme ça. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec une comète. Là, c'est plus facile, c'est la noirceur, il n'y a pas de danger pour l'appareil. Tout ça. Mais c'est pas vraiment. À ce moment-ci, c'est pas important. Si j'en ai pas, j'en aurai pas. J'irai les chercher sur les réseaux sociaux, puis le souvenir sera bien imprégné dans ma tête. Tout simplement. C'est ça. Moi, ce que j'ai recherché plutôt comme photo, parce que les photos d'éclipse, ils se ressemblent un peu tout, à moins d'être vraiment un spécialiste, mais c'est vraiment les photos d'ambiance. Là. Il y a quelques personnes sur le site qu'on était qui ont eu la brillante idée de prendre une photo de l'ensemble de la foule qui regarde l'éclipse. Ça donne des images assez impressionnantes. Donc, les photos d'ambiance, c'est peut-être plus intéressant que les photos d'éclipse elles-mêmes. En tout cas, oui, ça tout à fait, c'est sûr, Claude. Écoute, j'en ai pris, moi, des photos, puis même des vidéos. Je trouve que les vidéos transmettent encore plus l'atmosphère. Puis je m'étais fait un album qui est sur mon site web, là, où on peut voir des réactions des gens. La vidéo donne aussi l'assombrissement, même si c'est pas tout à fait les couleurs réelles, mais quand même c'était bien. Puis ça, sur le bateau, je vais sûrement le faire parce que j'imagine bien que sur le bateau, ça sera pas tous des astronomes amateurs, fait qu'on aura sans doute des drôles de réactions. C'est ça. On verra. Ça va être intéressant de comparer les deux, de voir ce que c'était une éclipse vue en pleine mer par rapport à l'éclipse vue sur le terrain, comme on l'a vu, la chance. Ben écoute, je te souhaite super bonne chance. Hein? On peut aussi dire que l'éclipse dont on parle depuis tantôt, c'est la 16e éclipse totale du 21e siècle. On est quand même en 2026. Ça veut dire que c'est même pas une éclipse par année. Peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices se souviendront d'avoir vu une éclipse en France, une éclipse totale, une éclipse qui s'est passée le 11 août 1999. Hein. Ça fait déjà 27 ans. Fait qu'il y a peut-être beaucoup de nos auditeurs et auditrices qui étaient pas nés ou en tout cas qui étaient très, très jeunes. Mais si certains se souviennent d'avoir vu une éclipse, ça fait il y a 27 ans de ça. Cette éclipse-là, celle du 12 août, hein, c'est un phénomène un peu particulier parce qu'elle fait partie d'une série de 3 éclipses qui seront observables depuis l'Espagne sur une période d'environ un an et demi chacune. C'est-à-dire qu'il y a l'éclipse du 12 août, il y aura une éclipse le 2 août 2027, donc un an plus tard, qui sera une éclipse totale. Et finalement, il y aura une 3e éclipse qui sera une éclipse annulaire, donc le Soleil ne sera pas entièrement, parfaitement caché par la Lune, et celle-ci surviendra le 26 janvier 2028. Ils sont vraiment chanceux, les Européens, parce qu'au Québec, je pense qu'il y avait eu une éclipse assez importante dans l'est du Québec en 1971-72 à peu près. Je me souviens, j'étais très jeune, et la prochaine éclipse, je pense que je ne serai plus de ce monde. Donc, vraiment, les gens qui sont dans le bout de l'Espagne sont vraiment chanceux d'avoir la chance d'assister à 3 éclipses en l'espace de quelques années. Je pense qu'on a fait à peu près le tour d'horizon du sujet. Je ne sais pas, Georges, si tu as autre chose à rajouter.
Non, je pense pas que j'ai d'autres choses à ajouter. On a couvert l'aspect sécurité abondamment. On a aussi couvert l'importance de la bonne planification autant pour l'aller que pour le retour. Et puis, je pense que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de souhaiter à tout le monde qu'on ait une belle météo, qu'on puisse passer un bel événement avec un petit groupe et puis qu'on puisse conserver une bonne mémoire de ce phénomène qui est si particulier puis si unique. Exactement. Et de mon côté, ben, je vais être curieux d'avoir ton compte-rendu éventuellement, ton récit de l'expérience. Et s'il y a des auditeurs et des auditrices qui vont observer l'éclipse, que ce soit partiel à travers la France ou même en Espagne, je serais très heureux d'avoir leur témoignage. En temps et lieu, vous pourrez nous écrire à notre adresse habituelle, hein, qui est baladovde@gmail.com. Donc, et si vous avez entre-temps des questions que vous posez, ben, dans la mesure du possible, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, bonne observation à tout le monde et on se revoit très bientôt.